Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Responsable de la publication: Christine Verschure, Isabelle Guérin, Isabelle Hillenkamp. Traduction du manuscrit: Saskia Velasquez. Mise en page: Yann Pablo Corminboeuf, yb.ch. Mise en ligne sur openedition.org. Marie Sandal. Couverture: El Árbol de la Abundancia, l'arbre de l'abondance. Dessin de Abel Rodriguez, indigène Nonuya, milieu de la rivière Caqueta, région de l'Amazonie. Tropenbos International Colombia. Financement: Réseau suisse pour les études internationales, SNIS. Direction du développement et de la coopération suisse, DDC. Institut de hautes études internationales et du développement, IHEID, de Genève. Institut de recherche pour le développement, IRD. Contact: Centre Genre, Institut de hautes études internationales et du développement IHEID, de Genève. www.graduateinstitute.ch/gender. IRDCESSMA. www.ird.fr. sesma.unif-paris-diderot.fr. Introduction: Christine Verschure, Isabelle Guérin, Isabelle Hillenkamp et Philippe Calvao, Yvonne Farah, Marissa Fournier, Kakalpana, Santosh Kumar, Jean-Louis Laville, Yira Lazala, Erika Loritz, Rajib Nandi, Myriam Nobre, Gabriela Ruesga, Fernanda Sostre, Kavri Tara, Govindan Venkatasubramanian. Dans un contexte de crise de la reproduction sociale, d'appauvrissement et d'inégalités croissantes, découlant du système capitaliste néolibéral et financiarisé, des initiatives d'économie solidaire émergent et bouillonnent à différents niveaux. Elles agissent pour le changement et constituent des voies de résistance au capitalisme et à ses conséquences destructrices. Ce livre présente des réflexions et des pratiques dans le domaine de l'économie solidaire. Il innove particulièrement en démontrant comment une analyse féministe renouvelle les perspectives. En effet, bien que les questions liées à l'économie solidaire aient fait l'objet d'un intérêt croissant, tant de la part des universitaires que des politiciens naissent, cet intérêt est resté jusqu'à présent aveugle au genre, même si ces pratiques sont très genrées et que les femmes y jouent un rôle majeur. Les pratiques solidaires privilégient la recherche de la solidarité, entre producteurs et productrices, entre producteurs-productrices et consommateurs-consommatrices, en tenant compte de leur territoire et environnement, à la recherche de profits et de rentes, individuelles ou de groupes, aujourd'hui et pour les générations futures. Ces pratiques visent à articuler la démocratie, la durabilité et l'économie. Elles mettent en lumière différentes manières de faire de l'économie, de construire des rapports sociaux innovants et de faire de la politique, de imaginer les processus de prise de décision, parfois en contestant les institutions de développement et les politiques publiques. Ces questions sont cruciales à un moment où l'on prend de plus en plus conscience de la crise écologique, sociale et démocratique mondiale, consécutive à la financiarisation et à la déshumanisation du capitalisme, ainsi que la grave fragilité de ce dernier, comme le mettent en évidence la pandémie de la Covid-19 et la profonde crise mondiale actuelle. Le livre offre des contributions opportunes à la réflexion sur la résistance et les alternatives au mal-fonctionnement économique de deux manières. D'une part, en mettant en lumière des formes innovantes de production, de consommation, d'échange et de financement ainsi que des luttes de femmes pour leurs droits à travers ces initiatives. D'autre part, et c'est crucial en ces temps de profonde turbulence, en se concentrant sur la redéfinition du travail et de la reproduction sociale, ainsi que sur les questions liées au pouvoir, à la démocratie, aux pratiques de prise de décision. Grâce à une série d'analyses concrètes d'organisations de femmes et ou féministes et de pratiques en Amérique latine et en Inde par des chercheurs et des militants travaillant dans ces pays, ce livre apporte un éclairage nouveau et précieux aux réflexions sur ces questions cruciales et des lueurs d'espoir sur les espaces possibles de changement. Basé sur une recherche sur les pratiques solidaires d'organisation de base de femmes qui s'inscrivent souvent dans des mouvements sociaux, environnementaux et politiques plus larges, et surtout, en les abordant dans une perspective féministe, ce livre contribue au débat empirique et théorique sur la reproduction sociale,
démontrant qu'elle est une question clé pour transformer un système capitaliste mondial patriarcal et inégalitaire. L'économie solidaire permet de contribuer à la transformation de ce système, par la réorganisation de la reproduction sociale. Cela demande qu'elle se fonde sur des rapports basés sur la solidarité, et non sur les inégalités, la soumission et l'exploitation. Cela exige aussi qu'elle construise des pratiques démocratiques qui tiennent compte des rapports de genre, de classe et de race et intègrent les objectifs politiques d'égalité de genre et de rapports de pouvoir plus équitables et inclusifs. Lorsqu'elle se base sur des rapports solidaires et des pratiques démocratiques féministes et inclusives, l'économie solidaire a le potentiel de mettre au centre la reproduction élargie de la vie. Cet ouvrage présente les résultats d'un projet de recherche féministe collectif, Analyse féministe des pratiques sociales et solidaires, Regard croisé d'Amérique latine et d'Inde, 2015 à 2018, coordonné par Christine Verschuur, Institut de hautes études internationales et du développement Genève, co-coordonné par Felipe Calvao, IHEID, financé par le Réseau suisse pour les études internationales, SNIS. Nos remerciements les plus sincères vont avant tout aux femmes dans les initiatives de l'économie solidaire avec lesquelles nous avons travaillé ensemble durant ce processus de recherche, et aux nombreuses autres personnes des multiples organisations impliquées. Ce livre n'aurait pas été possible sans les contributions théoriques et empiriques de toutes et tous les chercheurs de ce réseau, exprimées et enrichies dans les multiples rencontres et échanges tout au long de la recherche. Les membres du réseau qui se sont particulièrement investis dans le travail de recherche de terrain et l'écriture ont été, outre Christine Verschuur, Isabelle Guérin et Isabelle Hillenkamp, Yvonne Farah, Kavri Harita, Santosh Kumar, Marissa Fournier, Kakalpana, Erika Loritz, Rajib Nandi, Myriam Nobre, Gabriela Ruesga, Sheila Saori, Fernanda Sostre, Govindan Venkatasubramanian. Felipe Calvao a singulièrement contribué aux divers ateliers d'analyse et à la révision de la qualité des textes. Nous tenons également à vivement remercier Ira Lazala, assistante de recherche, et Laïs Menguelo, assistante pour la production vidéo, IHEID Genève, Valeria Esquivel et Ibrahim Saïd, UNRISD Genève, Fernanda Wanderley, Site Bolivie, et Jean-Louis Laville, Conservatoire national des arts et métiers, CNAM Paris, pour leur contribution importante durant certaines phases de la recherche. Nos remerciements chaleureux vont également à Barbara Harris-Witt, Université d'Oxford, et Lourdes Beneria, Université de Cornell, dont les travaux fondateurs en économie féministe et les encouragements intellectuels, critiques et amicaux lors de diverses réunions de travail nous ont tant inspirés. Enfin, nous tenons à remercier le Centre Genre de l'IHEID, notamment Emmanuel Chauvet et Ruth Harding, pour le soutien administratif, l'Institut de recherche pour le développement, IRD, et l'Agence suisse de coopération au développement pour leur soutien financier. Outre l'IHEID Genève, l'IRDCESSMA Paris et l'UNRISD Genève, nous tenons à remercier les différentes institutions auxquelles les autres chercheurs sont affiliés. En Amérique latine, Universidad Mayor San Andrés, La Paz, Bolivie, Universidad General Sarmiento Buenos Aires, Argentine, Sempre Viva Organização Feminista SOF Sao Paulo, Brésil, en Inde, l'Institut français de Pondichéry FIP, l'Institute of Social Studies Trust ISST. Delhi, l'Indian Institute of Technology IIT, Madras et OP Jindal Global University. La recherche mentionnée a débouché sur la publication de 3 ouvrages publiés simultanément, l'un en anglais, ed. Palgrave Macmillan, celui-ci en français, et un 3e en espagnol aux éditions UNGS Buenos Aires. L'édition anglaise est plus longue, avec une présentation plus détaillée des études de cas ainsi qu'une étude de cas supplémentaire en Inde. Ce livre en version française est publié dans la collection Éclairage. Genre et développement, une collection d'ouvrages courts sur une problématique particulièrement opportune. L'ouvrage s'adresse à un public large, que ce soit des personnes impliquées dans l'économie solidaire, les questions féministes, de genre et de développement, dans des organisations internationales, des responsables de politique publique, des personnes engagées dans des ONG, des mouvements sociaux, des organisations syndicales, des militants ou responsables politiques, ainsi que des enseignants chercheurs et étudiants
Nous sommes convaincus qu'il est important de renforcer les liens organiques entre toutes ces parties prenantes pour renforcer les capacités théoriques globales en économie solidaire et féministe, et pouvoir mettre en chemin la transition écologique, sociale et solidaire et la justice de genre. Les analyses concrètes de situations et de processus concrets, croisant les théories critiques féministes et une approche substantive de l'économie, ont contribué à des débats conceptuels animés au sein du réseau de chercheurs et, soit sur le terrain, soit dans des ateliers ou d'autres formes d'échange et dans l'écriture. Ce processus collectif et cette analyse comparative ont alimenté les discussions théoriques au cœur de l'ouvrage et les résultats de cette recherche en réseau. L'écriture collective caractérise souvent les travaux féministes, mais n'est pas aisée. Nous avons opté pour procéder de cette manière, en faisant référence aux personnes les plus impliquées dans chacun des chapitres, tout en reconnaissant les apports théoriques et politiques substantiels de chacune et chacun à l'ensemble. Tous les chapitres abordent effectivement la discussion, irriguée par les pratiques et pensées féministes locales, de la redéfinition de la signification du travail et de la reproduction sociale dans les expériences collectives des femmes travailleuses, mais aussi du pouvoir. Cet ouvrage est organisé de la manière suivante. La question de l'organisation de la reproduction sociale étant clé pour comprendre le potentiel transformateur de l'économie solidaire, il était fondamental de commencer par discuter ce concept. Inéluctablement, des éléments de cette question, traités théoriquement dans le premier chapitre, reviennent dans le deuxième chapitre conceptuel, l'analyse féministe de l'économie solidaire, éclairée par les apports des diverses initiatives étudiées et traverse aussi l'ensemble des chapitres. En revisitant les discussions sur la reproduction sociale et l'économie solidaire à travers un cadre féministe, notre but est de les tisser ensemble, même si nous explicitons préalablement chacun d'entre eux. Le premier chapitre a donc pour objectif principal de préciser les bases théoriques du débat sur la reproduction sociale. Il s'attache à montrer en quoi une analyse féministe de la reproduction sociale permet de renouveler sa compréhension. Il défend l'idée que la reproduction sociale est un concept puissant pour comprendre les possibilités de changement social. Il précise également les différences théoriques entre care et reproduction sociale et aborde la question de la politisation de la reproduction sociale, illustrée dans chacun des autres chapitres. Ce chapitre revient également sur les épistémologies féministes et la perspective décoloniale, dans lesquelles s'est inscrite cette recherche sur les pratiques de l'économie solidaire dans le Sud global. L'objectif principal du chapitre 2 est de poser les bases théoriques d'une approche féministe de l'économie solidaire, dans une perspective critique et possibiliste. Il contribue à éclairer la discussion sur le domaine d'études appelé économie solidaire, qui est moins utilisé dans certains pays, notamment dans la sphère anglo-saxonne et en Asie. La discussion théorique dans le chapitre 2 revisite également certains débats sur l'économie solidaire et les études féministes, deux domaines qui ont eu tendance à s'accorder trop peu d'attention et à ne pas reconnaître suffisamment les apports théoriques de chacun, voire également la postface. Les chapitres suivants concernent les études de cas, situées dans des pays en Amérique latine et en Inde qui présentent des initiatives dynamiques d'économie solidaire, même si elles ne sont parfois pas étiquetées comme telles, et de forts mouvements féministes ou de femmes. Ils concernent des femmes marginalisées dans des organisations réalisant le travail de care dans des centres communautaires urbains, Buenos Aires, Argentine, ou à domicile avec l'appui de SEWA, l'Association des femmes travailleuses indépendantes, Kerala, Inde, des collectifs de femmes indigènes dans la boulangerie, des serres agricoles ou l'artisanat, Batala, Bolivie, des groupes de femmes de basse caste travaillant dans le domaine de la pêche, UDP, Inde, ou de paysannes unies dans le domaine de la protection de l'environnement et de agroécologie Changalpais, Tamil Nadu, Inde, Vallée do Ribeira, Brésil. L'étude de cas des ouvrières de la construction à Tamil Nadu en Inde est présentée uniquement dans la version anglaise mais est évoquée et a nourri les discussions et les chapitres théoriques présentés ici. Les chapitres ne sont pas présentés selon une logique géographique mais selon les problématiques spécifiques qui se font mutuellement écho par-delà les continents. Cela nous permet d'insister sur des points communs structurels, au-delà des différences contextuelles. Pour conclure,
Le livre propose une analyse transversale des études de cas sur la façon dont l'intégration d'une approche féministe des pratiques de l'économie solidaire contribue au renouvellement de l'action et des politiques publiques de reproduction et de maintien de la vie. La postface rebondit sur les résultats de cette recherche, livre quelques considérations complémentaires sur la façon dont le croisement des théories féministes et de l'économie solidaire permet d'enrichir mutuellement ces champs d'études et suggère de poursuivre la recherche sur ces questions. Par notre analyse féministe de l'économie solidaire, nous espérons enrichir ces deux corpus de littérature scientifique, l'économie solidaire et les théories féministes critiques. En s'appuyant sur des ethnographies, des analyses interdisciplinaires et des comparaisons entre différentes parties du monde, ce livre revisite les débats empiriques et théoriques sur la reproduction sociale. Ce faisant, nous réaffirmons avec force que la reproduction sociale est une question clé pour comprendre la reproduction des inégalités et les débats politiques et économiques sur le genre, le développement et le changement social. La reproduction sociale, un enjeu clé pour l'économie solidaire féministe, Isabelle Guérin, Isabelle Hillenkamp et Christine Verschuur. L'organisation actuelle de la reproduction sociale, qui s'appuie sur des rapports inégaux de genre, de classe et de race, sur l'oppression et la dépossession, est la condition de l'accumulation dans le système capitaliste globalisé. Elle est aussi, de manière grandissante, un terrain de lutte et transformation sociale. Nous définissons la reproduction sociale comme l'ensemble des activités, des rapports sociaux et des institutions qui sont nécessaires à la reproduction de la vie, aujourd'hui et pour les générations futures. Cette définition est enrichie par les apports des pratiques et luttes politiques des groupes les plus marginalisés, et demande ainsi à être contextualisée, comme les diverses études de cas de ce livre le montrent. Ce concept, qui a émergé de divers courants théoriques et politiques, notamment de la littérature féministe marxiste critique, s'est enrichi grâce aux apports des mouvements féministes altercapitalistes, agroécologiques, de l'économie solidaire, de migrantes contre la violence de genre ou pour la paix, locaux ou transnationaux. Ainsi peut-on mentionner le mouvement des femmes Chipko en Inde, luttant pour la défense des forêts, Shiva 1993, le mouvement des femmes zapatistas au Mexique, engagé dans la lutte pour la vie, ou le mouvement Ni Una Menos, débuté en Argentine contre la violence envers les femmes, dont la lutte s'inscrit dans une critique politique du système. La compréhension de la reproduction sociale s'est ainsi renouvelée à partir des pratiques et luttes politiques des mouvements féministes ou de femmes dans le Sud global. Arruzza, Gawel 2020. Elle inclut les notions de maintien et renouvellement de la vie, des humains et non humains, des corps et des territoires. Elle insiste sur l'importance des interactions sociales, la dimension affective, spirituelle, culturelle tout autant que les relations d'interdépendance matérielle ou les rapports sociaux et les institutions. Étant donné l'importance que nous accordons au concept de reproduction sociale, en lien avec la critique du système capitaliste financiarisé global et la recherche de voies pour sa transformation, nous allons d'abord préciser dans ce chapitre les bases théoriques et politiques du débat. Après avoir discuté de la crise de la reproduction sociale, nous montrons en quoi une analyse féministe de la reproduction sociale permet d'en renouveler la compréhension, nourrie par les pratiques et luttes politiques. Nous affirmons que la reproduction sociale est un concept puissant pour comprendre les possibilités de résistance collective, de changement social et pour les mettre en œuvre. Ce concept est central pour comprendre sous quelles conditions l'économie solidaire, analysée dans une perspective féministe, peut constituer une voie de transformation du système capitaliste financiarisé global. Nous précisons également les différences théoriques entre care et reproduction sociale et insistons sur la politisation de la reproduction sociale, qui exige l'organisation collective et des luttes politiques. Nous présentons pour terminer les épistémologies féministes et la perspective décoloniale, dans lesquelles s'est inscrite cette recherche en réseau. Cela nous permet de rappeler que le processus de recherche ainsi mené fait partie du changement social. La crise de la reproduction sociale, périls et opportunités. Dans un contexte de capitalisme financier mondialisé, nous sommes confrontés à une crise de la reproduction sociale, associée à des inégalités croissantes, à la dépossession et à la paupérisation d'un côté, à l'accumulation et à la prospérité de l'autre.
Cela entraîne la dévastation de l'environnement et des corps des personnes subalternes, l'érosion du tissu social, la concentration du pouvoir ainsi que des turbulences politiques, conduisant à un certain nombre de régimes autoritaires. Pourtant, les crises, dans un sens étymologique, conduisent aussi à la prise de décision et elles ouvrent des opportunités. Il y a eu dans le passé de nombreuses initiatives de changement lors de situations de crise de la reproduction sociale. Pour n'en citer que quelques-unes, l'associativisme paysan et ouvrier au XIXe siècle en Europe, la ville 2000, Riot Sarcey 2016, et en Amérique du Nord, Moandesi, Tettelman 2017, les villages communautaires au Mozambique dans les années 70, Verschure 1986, les cuisines communautaires au Pérou également dans les années 70, Anderson 2015, diverses formes de groupes d'entraide de femmes en Afrique de l'Ouest et en Europe dans les années 90, Guérin 2003, des garderies collectives, Fournier et Hall 2013, des groupes de femmes indigènes travaillant dans le commerce équitable en Bolivie, Charlier 2011, Ilencamp 2013A, Wanderley EA 2014, ou encore des groupes de femmes travaillant dans économie informelle dans diverses parties du monde dans les années 2000, Kaber, Sudarshan, Millward 2013. Ces pratiques ont été non seulement des manières d'atténuer les effets d'une situation critique pour la survie quotidienne, conséquence de la crise de la reproduction sociale, mais aussi de remettre en cause l'organisation dominante de l'économie, du pouvoir et du politique et de tenter de construire des rapports sociaux différents et plus égalitaires. Les historiennes féministes ont montré comment la reproduction sociale, qu'elle soit basée sur le travail salarié ou sur le travail non rémunéré, a été une composante essentielle mais négligée de la lutte de la classe ouvrière à l'époque de la révolution industrielle. Initiées principalement par des femmes ouvrières, ces luttes combinaient des réseaux quotidiens d'entraide, des associations et des coopératives avec des protestations politiques de grande envergure, Moandesi, Tettelman 2017. De même, les paysannes, les indigènes et les femmes rurales salariées, les travailleuses urbaines marginalisées, migrantes ou employées domestiques, se sont battues autour de questions liées à la crise de la reproduction sociale, tout en recherchant des formes d'organisation soutenant l'empowerment. Les études paysannes féministes ont montré comment les femmes ont participé à des luttes autour d'enjeux liés à la terre, au territoire, aux forêts, à l'eau, au prix des aliments, aux semences, aux centres de santé, aux moulins ou aux fumoirs à poissons, ainsi qu'à la constitution de groupes coopératifs ruraux, de mouvements communaux ou associatifs, dire Léon 1980, Goetz 1989, Flore 1994, Agarwal 1994, Mbilini 1997, Destremo Lothier 2002, Federici 2005. La crise néolibérale de la reproduction sociale a résulté de coupes massives des dépenses publiques dans les services sociaux, de dévaluation monétaire continue, du gel des salaires, des politiques de libéralisation et de privatisation, Federici 1999-52, d'expropriation et de privatisation des terres, de la commercialisation de l'agriculture et des dommages causés à l'agriculture de subsistance, de l'institution des apostrophes, un état de guerre endémique, et des tentatives de créer un monde où rien n'échappe à la logique du profit, idée. Les luttes des féministes des groupes de base, des féministes indigènes et du tiers-monde nous rappellent que le discours sur l'égalité ne peut être séparé d'une critique du rôle du capital international dans le pillage et la recolonisation de leur pays, et que les luttes que les femmes mènent au quotidien pour survivre sont des luttes politiques et des luttes féministes. Idée 63. La nature omniprésente du capitalisme financier mondialisé actuel et les énormes différences de pouvoir qu'il génère peuvent faire apparaître la lutte pour la construction de rapports sociaux plus égalitaires comme utopiques ou dépassés. Pourtant, à une époque où la crise de la reproduction sociale n'a probablement jamais été aussi aiguë, Federici 1999, Verschure 2013, Fraser 2017, nous observons des myriades d'initiatives qui bouillonnent dans toutes les régions du monde, dans lesquelles les personnes, et c'est argument central de ce livre, réinventent les rapports sociaux, ouvrant des possibilités pour remettre en question les rapports de genre et de pouvoir et constituer de nouvelles subjectivités politiques. Dans ces initiatives, les personnes organisent leur vie selon les principes de l'économie solidaire, redéfinissant le sens du travail et de la démocratie. D'un point de vue théorique,
nous considérons que la contribution fondamentale de ces initiatives est d'interroger dans la pratique la manière dont la reproduction sociale est et peut être organisée. En ce sens, l'économie solidaire offre une lueur d'espoir comme le soutient Kakalpana, 2021. L'économie solidaire se définit par la poursuite de principes plus inclusifs et égalitaires en termes d'organisation de la production, de la consommation et de l'échange, qui ne soient pas basés uniquement sur le profit. Pour une discussion complète, voir le chapitre 2. La solidarité est comprise ici comme des relations volontaires d'interdépendance, inclusives et égalitaires, Guérin 2003, Servet 2007, Hillenkamp 2013b. Elle vise à contribuer à la démocratisation de l'économie à partir d'engagements citoyens. Aimé et la ville, 2006 303. Comme nous le verrons dans cet ouvrage, les personnes qui participent à ces initiatives solidaires ne se contentent pas de se réunir et de lutter pour défendre leurs moyens d'existence, leurs droits, leur reconnaissance en tant que travailleurs et travailleuses, pour une meilleure protection sociale et un environnement plus sain. Elles s'unissent également pour construire des rapports sociaux non capitalistes, non basés sur l'exploitation mais plus inclusifs et égalitaires. Elles inventent des moyens d'organiser de manière communautaire les activités nécessaires à la reproduction de la vie. Hénard, Verschure 2005, Federici 2010-2012, Verschure 2012, Fournier EA 2013. Leur pratique englobe souvent ce que nous appelons une réinvention culturelle du politique, Verschure 2008, où les voix des subalternes peuvent être entendues et des pratiques délibératives sont encouragées. L'économie solidaire offre des exemples d'initiatives collectives de personnes qui recherchent un sentiment d'accomplissement à partir de leur propre perspective, allant au-delà de l'accomplissement individuel, comme seul horizon de la modernité. Ces initiatives mettent en avant le sentiment d'appartenance à leur territoire et la reconnaissance sociale dans celui-ci. Les territoires constituent un espace où sont incorporées les interdépendances matérielles, les relations de parenté, l'histoire et la mémoire, les dimensions culturelles, affectives et spirituelles, Escobar 2008. Ils créent les conditions pour redéfinir les valeurs, pour redéfinir le sens du travail et des rapports sociaux, pour résister à la destruction de l'environnement et des corps et pour se constituer en sujet de droit. Les études et les politiques d'économie solidaire se multiplient dans le monde, notamment en Europe et en Amérique latine, Hart Laville, Catani 2010, Huting 2013, Vaillancourt 2013, Saguier, Brenne 2014, Rivera Ruiz 2019. Pourtant, les travaux qui construisent spécifiquement une approche féministe de l'économie solidaire sont limités pour n'en citer que quelques-uns. Guérin 2003, Nobre 2003, Mataei 2010, Guérin-Hers Fraisse 2011, De Gavre Sausset 2015, Farah 2016, Sausset 2018, Guérin Hillenkamp Verschure 2019, Hillenkamp, Lucas dos Santos 2019. La majeure partie de la littérature scientifique croissante sur l'économie solidaire reste étonnamment aveugle au genre, bien que les initiatives d'économie solidaire soient fortement genrées, et qu'une majorité des personnes impliquées soient des femmes subalternes. De plus, de nombreux collectifs informels de femmes, analysés dans des études féministes, ne sont pas considérés comme faisant partie du champ de l'économie solidaire, que ce soit par les chercheurs ou dans les politiques publiques, même lorsque l'économie solidaire est reconnue au plan institutionnel comme c'est le cas de plusieurs pays dans le monde, comme l'Argentine, la Bolivie et le Brésil qui sont abordés dans ce livre. Sans surprise, beaucoup de ces collectifs déploient des activités dans le domaine des activités de reproduction sociale, comme la préparation de nourriture, les services de care aux enfants, le care environnemental, Guetta Bernard, Sausset 2014, considéré principalement de la responsabilité des femmes. Le genre en tant que principe organisateur imprègne la perception du monde, les institutions, les processus sociaux et toute l'organisation sociale, et donc nécessairement aussi les initiatives de solidarité. Celles-ci déploient souvent, mais pas seulement, des activités dans des domaines qui sont considérés dans leur contexte spécifique comme féminins. Mais elles démontrent également les capacités d'action des femmes subalternes et comment elles contestent leur subordination, et les conséquences dévastatrices de la crise de la reproduction sociale. Ces initiatives témoignent de divisions du travail et du pouvoir traversées par le genre, la classe, la race et la caste. En effet, nous n'entendons pas essentialiser les groupes de solidarité de femmes en supposant qu'ils sont exempts de déséquilibre de pouvoir ou en niant les tensions et les divisions,
qui sont présentes dans tout groupe ou communauté, ni de prétendre qu'ils fonctionnent sans accroc. Nous ne présumons pas non plus que l'économie solidaire changerait le monde, comme par magie et de manière radicale. Il est certain que ces initiatives sont souvent fragiles et parfois éphémères. Elles sont parfois des lieux où les identités et les inégalités de genre sont renforcées, augmentant le fardeau et la charge mentale de travail des femmes subalternes. Mais ce sont aussi des espaces où les femmes vivent des expériences, où les voix des sans-pouvoir se font entendre, où l'on discute de questions privées et problématiques communes et où l'on prend conscience des droits des femmes, où l'on partage aussi de la joie et un sentiment d'attachement. Malgré leur fragilité et leurs ambivalences, elles constituent des mondes vécus au sens d'Habermas, 1987, dans lesquels se déploie une rationalité communicative qui résiste à la colonisation par une rationalité instrumentale, et où peuvent émerger des subjectivités politiques subalternes. Quelle différence cela fait-il de reconnaître l'énorme participation des femmes aux initiatives de l'économie solidaire? Comme l'a écrit Louise Tilly, une historienne féministe, l'étude des vaincus permet de mieux comprendre les vainqueurs, de comprendre comment et quand ils ont gagné, et de prendre au sérieux les alternatives possibles, par exemple celles que recherchent les femmes, Tilly 1990-167. Malgré les faiblesses et les contradictions que ces initiatives de solidarité peuvent comporter, elles confirment que les femmes subalternes font elles aussi l'histoire, Verschure 2014. Malgré la dimension genrée de ces initiatives, l'intérêt croissant pour l'économie solidaire, tant de la part d'universitaires que de politiciens, n'a été que très récemment irrigué par le considérable corpus de littérature scientifique féministe. Une conséquence majeure de cette situation est que la recherche féministe sur la reproduction sociale n'a pas été prise en compte. Nous pensons que les réflexions sur le genre et le changement social dans un contexte de crise mondiale de la reproduction sociale exigent de placer cette question au centre de nos réflexions. La reproduction sociale, un concept puissant pour une analyse féministe de l'économie solidaire. Les études féministes ont identifié la reproduction sociale comme une question centrale pour comprendre la reproduction des inégalités et l'expansion du développement capitaliste. Contester la subordination des femmes dans la famille et la division sexuelle inégale du travail fait depuis longtemps partie des luttes des mouvements féministes. Nous définissons la reproduction sociale comme l'ensemble des activités, des rapports sociaux et des institutions qui sont nécessaires à la reproduction de la vie, aujourd'hui et pour les générations futures. La reproduction sociale comprend le renouvellement de la main-d'œuvre, prendre soin de soi-même et des autres, les personnes dépendantes et non dépendantes, ainsi que de l'environnement. Cela implique aussi l'entretien du tissu social et des institutions sociales. La reproduction sociale s'effectue dans le cadre de différents types de rapports sociaux. Elle est réalisée soit par les familles, les associations, les communautés, dans lesquelles prédominent des formes de rapports sociaux de type domestique ou basés sur la solidarité, soit par l'État, écoles, crèches, maisons de retraite, infrastructures, ou encore le marché, institutions privées, employés de maison, dans lesquelles prédominent des rapports sociaux capitalistes. Dans toutes ces institutions, elles reposent principalement sur une division inégale du travail, organisée en fonction du genre, de la classe, de la race ou d'appartenance à d'autres catégories d'exclusion, et sur un travail mal valorisé et non ou mal rémunéré. La reproduction sociale englobe toutes sortes d'activités, de la production, la préparation et la transformation des aliments à la petite production marchande, de l'entretien de son foyer à celui de son environnement, de l'éducation des enfants aux soins et à l'attention aux proches, des activités culturelles et festives à la préparation de repas pour des événements sociaux ou le nettoyage de l'église, de la revendication d'un droit à l'obtention d'une protection sociale. Si la reproduction sociale comprend le care, elle est bien plus large que cela. Elle englobe des activités des dimensions à la fois intimes et structurelles de la vie. Ces activités révèlent la reproduction sociale à la fois comme un lieu d'exploitation du travail et un espace de lutte politique. Les organisations internationales et les discours dominants sur l'égalité de genre reconnaissent aujourd'hui largement le fait que la part inégale de travail domestique et de travail de care non rémunéré soit l'un des principaux obstacles à l'accès des femmes aux emplois rémunérés et aux avantages qui y sont associés, les droits sociaux, la protection sociale et l'empowerment.
La question est même désormais incluse dans les objectifs de développement durable pour 2030 fixés par les Nations Unies, objectif 5.4 des ODD, et des appels sont lancés pour que le care soit reconnu, réduit, redistribué et revalorisé. Il s'agit d'une étape importante pour progresser vers une plus grande égalité de genre. En outre, le concept de care a enrichi la discussion sur la reproduction sociale, puisqu'il inclut des dimensions émotionnelles et éthiques qui étaient plutôt absentes des débats précédents. Cependant, s'il est essentiel d'accroître la reconnaissance et de mesurer le travail de care et le travail domestique non rémunéré, le care apparaît comme plutôt consensuel, sans la dimension critique et politique attachée à la reproduction sociale. Ainsi, alors que le concept de reproduction sociale semblait dépassé, nous soutenons qu'il est beaucoup plus vaste, plus riche et plus politique et considérons qu'il est temps de revisiter ce concept. Les luttes politiques des mouvements féministes ou de femmes dans le Sud global autour de la défense de la vie renouvellent de leur côté également la compréhension de ce concept. Arruzza, Gawel 2020. Nous utilisons le concept de reproduction sociale, inspiré des théories féministes et décoloniales critiques, qui ont mis en évidence le travail des femmes subalternisées et racialisées pour alimenter la prospérité du système capitaliste mondialisé, qui ont souligné la subordination des femmes au niveau familial et qui ont reconnu la dimension émotionnelle du travail des femmes qui repose sur des rapports humains. Mackintosh 1977, Verschure 2013-2017, Federici 2014. Ce concept incarne la compréhension de son interdépendance avec un territoire, considéré comme un espace aux dimensions matérielles et sociales, culturelles, affectives et spirituelles. Le corps et le lieu sont inéluctablement les bases de l'existence humaine. Escobar 2001 153. Les études féministes ont souligné la nécessité d'analyser la subordination des femmes dans la famille et la société, pour comprendre et modifier les rapports de reproduction sociale, imprégnés notamment par le genre, mais aussi par la race, la classe, la caste et d'autres rapports de pouvoir inégaux. Les rapports de reproduction humaine, la subordination des femmes, le contrôle de leur sexualité, de leur fertilité et de leurs enfants, sont les moyens par lesquels la reproduction de la force de travail et l'insertion des individus dans la structure de classe sont contrôlés dans le capitalisme. Mackintosh 1977 124. Le débat sur ces questions et sur les droits des femmes au niveau domestique est hautement politique, comme l'illustrent de nombreuses réactions récentes contre la soi-disant idéologie de genre, et il est au cœur de la lutte contre la reproduction de l'économie capitaliste. Depuis les années 1960, les mouvements féministes de différents continents ont mis en évidence la question du travail invisible, non rémunéré, réalisé par des femmes pour les autres, au nom de la nature, de l'amour ou du devoir maternel. Kerguat 2000, voire aussi Pedro 2013, Bhattacharya 2017. Les chercheurs féministes ont élaboré des théories sur le travail domestique, déconstruisant ce qu'est le travail, rémunéré et non rémunéré et les préjugés masculins qui s'y rattachent, le travail domestique, le care rémunéré et non rémunéré, Beneria 1979, Combe, Devreux 1992, Souza Lobo 1992, Folbre 1997, Razavi 2007, Salazar et Al 2012, Logier 2015, De Gavre-Merla 2016. D'intenses débats ont eu lieu sur le mode de production domestique et patriarcal, Delphi 1970, sur l'économie politique de la reproduction sociale et sur la séparation construite entre production et reproduction, Mackintosh 1977, Beneria 1979, 1998, Combe, Dawn Richard, Devreux 1991, Devreux 1995. Le fait que le travail domestique soit considéré productif ou non a des conséquences politiques, puisque seuls les travailleurs dits productifs sont considérés comme des agents politiques de changement, excluant ainsi des luttes sociales les femmes qui ne travaillent pas pour un salaire. Néanmoins, comme l'ont montré des historiennes féministes, les travailleuses ont effectivement participé aux luttes, T.I. Scott 1978. Et il n'est pas surprenant que les mouvements sociaux féministes des années 1960 se soient mobilisés spécifiquement autour des questions de la reconnaissance du travail domestique non rémunéré. Un argument central de cette littérature féministe critique est que la séparation entre production et reproduction sociale est née avec le mode de production capitaliste.
La séparation du travailleur libre de ses moyens de production est allée de pair avec la séparation genrée de la production et de la reproduction sociale, par le biais du processus d'accumulation primitive, ou de ce que Marx appelait aussi l'accumulation par dépossession. L'expansion des rapports capitalistes repose aujourd'hui aussi, pas moins qu'à l'époque des enclosures anglais, de la conquista des Amériques et de la traite atlantique des esclaves, sur la séparation des producteurs des moyens de leur reproduction. Federici 1999-53. Le travail de reproduction sociale n'est pas une survivance de formes de travail antérieures, pré-capitalistes, ou appelées à disparaître. Il est façonné par le capital et reste essentiel pour la reproduction du capitalisme, davantage encore à l'heure actuelle. L'économie domestique n'est pas isolée ni extérieure au capitalisme, mais articulée à celui-ci. Elle appartient à la sphère de circulation du capitalisme, lui fournissant force de travail et nourriture, tandis qu'elle reste principalement en dehors de la sphère de production capitaliste. C'est en maintenant des liens organiques entre les économies capitalistes et domestiques que la première assure sa croissance et sa prospérité. Meyasu 1975, Ray 1976, First 1977. Le genre en tant que principe organisateur, imbriqué avec d'autres catégories d'exclusion comme la race, la caste, la classe, constitue le pouvoir magique qui permet de maintenir ce lien organique entre l'économie capitaliste et l'économie domestique, Verschure 2008. Ainsi, la question pertinente dans le débat sur la reproduction sociale n'est pas la nature du travail, mais son mode d'appropriation, domestique ou capitaliste, tous deux imprégnés de rapports patriarcaux d'exploitation. Dans le mode d'appropriation domestique, le travail est censé être effectué gratuitement pour un mari, un père, la famille ou la communauté, et ce faisant il apporte un don ou un cadeau énorme et invisible au système mondial, comme Federici l'a formulé 1999-54. Dans le mode d'appropriation capitaliste, le travail est censé être effectué en échange d'un paiement monétaire, parfois avec un statut de salarié, bien que souvent peu valorisé et dans des conditions de travail non décentes, Verschure 2013. Ce qui est en jeu, ce sont les rapports sociaux dans le cadre desquels le travail est effectué. Pour comprendre comment l'ensemble du système se reproduit, il est ainsi essentiel de reconnaître et de comprendre l'articulation entre l'économie domestique et l'économie capitaliste. Alors que Marx mentionne les hiérarchies dans la famille et parle de l'esclavage latent, qui repose sur l'appropriation du travail des femmes et des enfants par les hommes dans leur famille, Marx, Engels 1976, cité par Holmström 2010 307, il avait, comme la plupart des économistes politiques, un biais productif pernicieux. Marx a concentré son analyse sur ce qu'il a appelé le travail productif, dans le capitalisme, défini comme ce qui produit de la plus-value. Cela signifie qu'il ne reconnaît pas la production de valeurs d'usage, nécessaire à la reproduction, au maintien et à la reconstitution de la force de travail, tant sur le plan biologique que social. Outre le biais productif, la reconnaissance de la subordination des femmes aux hommes dans les familles a généralement été négligée par les théoriciens de la reproduction sociale, Mackintosh 1977. Plus largement, comme l'ont souligné les études féministes et décoloniales, le fait que les rapports sociaux de type domestique soient traversés par des rapports de pouvoir selon le genre, la classe et la race, a été jusqu'à récemment négligé. Rosa Luxemburg, 2015-1899, dans sa controverse avec Lénine, avait déjà affirmé que les économies domestiques et paysannes sont indispensables à la reproduction de l'économie capitaliste, ce qui explique pourquoi la seconde maintient les premières. De vastes débats ont eu lieu sur la domination et hégémonisation du mode de production capitaliste sur les autres modes de production. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.